Ils s'appellent Cheryl, Laure, Kevin et Mohamed. Et jamais ils n'auraient imaginé survoler un jour le bout du monde. Pourtant, une chance inespérée leur a été offerte. Ces 4 jeunes Lyonnais ont été choisis pour vivre une incroyable aventure. À 15 000 km de chez eux, dans les Taffes, les terres australes et antarctiques françaises. Une expédition entre émerveillement et coup de blues, à l'opposé de leur vie quotidienne. Cette aventure est née de ma passion pour les océans. Je m'appelle Maude Fontenoy. J'ai traversé les mers du globe, à la rame puis à la voile. Je m'y sens libre, heureuse, à ma place. Malheureusement, les océans souffrent de la pollution et du changement climatique. Voilà pourquoi j'ai créé ma fondation, pour agir et faire comprendre au plus grand nombre qu'il y a urgence. Avec le préfet des Taffes, nous avons confié une mission aux 4 adolescents. Comprendre les menaces et en témoigner dans les écoles à leur retour. Ils seront les ambassadeurs de ma fondation. Toutefois, je ne pourrai malheureusement pas les accompagner dans les terres australes. Mes responsabilités me forcent à rester à quai. L'aventure commence à La Réunion. Laure, Cheryl, Kevin et Mohamed embarquent sur le Marion Dufresne, le bateau qui va les emmener vers les terres australes. Tout se bouscule. Il y a 24 heures, ils quittaient Lyon, leurs amis, leur famille. Aucun d'entre eux n'avait envisagé de voyager aussi loin. Les voici pourtant plongés dans un monde nouveau. Pour moi, ces instants sont toujours difficiles. Dans quelques minutes, je devrais les quitter. Bon, donc je vous fais confiance. Kevin, s'occuper de tout le monde. Ça va être du sport, les filles. Hein. Ouais. Ouais. Merci. Avant l'heure. Au revoir. Merci beaucoup. Le bateau largue les amarres. Salut tout le monde. Je suis triste de partir. Cette expédition est immense pour ces adolescents. Tout au long du voyage, ils vont rencontrer des scientifiques qui travaillent sur le réchauffement climatique, partager leur vie sur ces bases perdues du bout du monde. Des milliers d'enfants comptent sur eux. Ils vont les suivre jour après jour sur Internet. C'est le cœur de mon engagement. Simon Pierre, Laurent et Michel seront là pour les accompagner. C'est quoi les animaux que tu as vus, toi, qui t'ont déjà le plus impressionné? Tu as déjà vu des animaux vraiment marquants Éléphants, un truc comme ça, tu veux dire? Ouais. T'en as vu où? On va parler de la tête d'or. Ah ouais, d'accord. Bah là, tu vas voir des éléphants de mer et en liberté. Tu vas voir que c'est quand même un peu autre chose. Je te crois. Il n'y a pas les grilles et tout ça. Je te crois. Bon allez, tu m'envoies les dauphins là, s'il te plaît. Michel est un journaliste baroudeur. Il travaille avec moi au sein de ma fondation pour transmettre le savoir aux enfants. Il sera aux côtés des ambassadeurs sur le terrain, pour les aider à comprendre ce qu'ils vont découvrir avec les scientifiques, mais aussi pour leur prêter une oreille attentive en cas de coup dur. Simon, il y a l'hélico. Là-bas, il arrive. Nos adolescents ne réalisent pas encore ce qu'ils sont en train de vivre. Tous les 4 se connaissaient très peu avant le départ. Leur seul lien était de fréquenter la même association, le Val d'Oco, qui lutte contre le décrochage scolaire. Avec cette expédition, j'ai voulu leur tendre la main. Alors, en 30-30, nous aurons Mohamed et Laurent. Mohamed est un adolescent turbulent. Il a eu pas mal de déboires avec l'école. Je suis certaine que cette aventure ne peut que révéler son potentiel. Cheryl, quant à elle, m'a séduite par sa personnalité. Cette élève brillante vient d'un quartier où la réussite scolaire n'est jamais gagnée d'avance. Attention, toi, commence pas à casser une cheville maintenant, ça serait un mauvais plan. Kevin a connu de nombreux foyers depuis son enfance. Il m'impressionne par sa volonté. Puis quand tout le monde est prêt, on remonte. Ok? Laure, elle, a connu l'échec scolaire. Cette jeune fille m'a touchée. Elle compte énormément sur ce voyage pour recommencer une nouvelle vie. Tu as trouvé ta cabine? Non, c'est pas Ah, vous êtes ensemble, hein? Ouais. C'est par là. Une petite salle de bain à découvrir ici. Ah, mon téléphone, il marche ou pas? C'est maintenant aux 4 adolescents et à Michel de jouer. Ils ont 1 mois pour réussir leur mission.
Ce ne sera pas facile, mais je compte sur eux. Premier jour de mer. Les côtes de la Réunion ont disparu. Les adolescents découvrent cette sensation dont Maud leur avait tant parlé, être seuls au milieu de l'océan. Nous sentons que ça bouillonne en eux, mais ils sont pudiques et pas très à l'aise devant la caméra. Laure, Cheryl, Kevin et Mohamed apprennent à se connaître. Ce sont des histoires bien différentes qui se rencontrent. J'ai eu envie de faire ce voyage d'une part pour voir de nouvelles terres, des nouveaux animaux que j'aurais déjà jamais vus si j'étais restée à Lyon. Alors mon objectif est de devenir soit floricultrice, soit fleuriste. Parce que durant des stages, j'ai fait des stages chez des fleuristes. Et alors ça m'avait vraiment plu. Mais sinon, peut-être qu'après ce voyage, ce sera tout autre chose que j'aimerais faire plus tard dans mon métier. J'étais partant pour partir dans ce voyage parce que déjà j'adore le bateau. Puis pour moi c'était important parce que l'école c'est pas mon as. Et puis je préfère vraiment faire des voyages comme ça pendant un mois et rater un mois d'école. Puis découvrir le monde. Ce qui me paraissait vraiment exceptionnel, c'est les animaux, les voir de près et pas sur des photos en fait. Surtout les albatros qui font 3 mètres et qui volent devant tes yeux à 1 mètre, c'est terrible. L'arrivée des albatros était attendue par toute l'équipe. Il faut descendre très bas dans les mers du Sud pour avoir la chance d'en apercevoir. Ces géants font rêver les voyageurs au long cours et Kevin passe de longues heures à les observer à l'arrière du bateau, là où ils sont le plus nombreux. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de profiter des rencontres extraordinaires qu'offrent ces premiers jours de navigation. Nous ne sommes pas égaux face au mal de mer et Cheryl n'arrive pas à quitter le fond de son lit. Ça va? Pas trop mal au ventre? Mieux que tout à l'heure? La vie sur le bateau, depuis le début, c'était bien. Ça bougeait pas vraiment. On était encore près des côtes, donc ça allait. Ensuite, j'ai senti le mouvement, on va dire. Donc, c'était pas trop ça. Enfin, j'étais un peu malade. Ce qui m'a donné envie de participer à ce voyage, c'est que ce voyage, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire 2 fois. Donc, c'était la principale raison déjà. Et en plus, j'aime bien la nature. Je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose. Avant, on pensait, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques dizaines d'années, on pensait que la mer était inépuisable. Jamais les hommes auraient pensé qu'un jour, il n'y aurait plus de poissons à certains endroits, qu'un jour, on ne pourrait plus forcément pêcher comme on le voulait. On pensait que c'était inépuisable. C'était un vivier. Il y avait des gens qui disaient qu'il y avait autant de requins, autant de poissons qu'il y avait d'étoiles dans le ciel. Et c'était totalement faux. Et aujourd'hui, on est en train de s'en rendre compte. On connaît mieux la Lune aujourd'hui que les fonds marins. Ah ouais? Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'on connaît mieux la Lune que les abysses. Et ça, moi, je trouve que c'est fascinant. J'avais envie d'aller sur ce projet pour changer un peu, surtout, on va dire, pour changer du monde de quartier et tout ça, tu vois. Ça fait du bien de changer un peu. Tu respires un grand coup, on va dire. Déjà ici, tu connais pas, moi le quartier je connais par cœur. Je connais rien, ici c'est tout nouveau pour moi, c'est une nouvelle vie. Cap au sud. Le Marion Dufresne trace son sillon dans les vagues de l'océan Indien. La houle forcie des vents violents s'annonce. À l'approche de ces conditions extrêmes, les 4 adolescents doivent apprendre à enfiler leurs combinaisons de survie. Elles seront primordiales en cas de naufrage. Les ados ne savent pas trop ce qui les attend, mais tout le monde se prête au jeu avec le sourire. Alors, honneur à toi, alors. Allez, top. Allez, jusqu'à la tête.
vois magnifique. Attends, il est où le bras? Celle que t'as. Ah, voilà. Pardon. La Terre réapparaît enfin. Après 4 jours de mer, l'archipel de Crozet déchire les nuages. Les adolescents se sont levés à l'aurore pour ne rien louper de leur premier contact avec les îles australes. Je crois que je vais les prendre à main, le bonnet et les chats. Bon, ça fait quoi de se réveiller face à la Terre, là? Ah, ça fait un peu de bien quand même. Cool, hein? Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Eh ben, t'es venu voir ça. Ouais. Voilà. Dans 1 minute, l'hélicoptère il part. Alors, en forme? Ouais. Oui, tu vas appeler la petite Marion? C'est bien. Allez, on met les mains. Pour rallier la Terre, les 4 ados doivent prendre un hélicoptère, car les îles australes sont dépourvues de toute zone d'accostage. Aucun d'entre eux n'était jamais monté dans un hélicoptère. Leur joie fait tellement plaisir à voir. Contrairement aux filles, les garçons ne sont pas très rassurés. Après ces premiers jours de navigation, les aventuriers en herbe commencent enfin à s'apprivoiser, même si le groupe se divise en 2, avec les filles d'un côté et les garçons de l'autre. À partir de maintenant, Laure, Kevin, Cheryl et Mohamed devront faire preuve de solidarité pour mener à bien leur mission. Mais pour l'heure, c'est l'euphorie qui domine. Sous les yeux des adolescents défilent une faune, une flore et des milieux naturels d'une richesse exceptionnelle. Leurs évolutions permettent de comprendre les effets du changement climatique. Chaque année, les bases accueillent ici des dizaines de chercheurs. Ils viennent étudier le fonctionnement de notre planète et les menaces qui pèsent sur elle. Leurs travaux servent aux scientifiques du monde entier. Ces îles sont au cœur de toutes les grandes préoccupations liées à l'environnement. Depuis 2006, les îles australes forment une réserve naturelle, la plus grande de France, et c'est son directeur, Cédric Marteau, qui va guider les jeunes aventuriers. Donc ce qu'on va faire, en fait, on est à la baie américaine. Et en fait, c'est un site très très sympathique parce qu'on voit les éléphants de mer, d'autres espèces de manchots, et on va avancer sur le... Ça vous va? Pour le planning de la journée? Donc là, il faut faire attention parce qu'on va traverser une rivière. Et comme il a pas mal plu ces derniers jours, la rivière est assez importante. Ici, nous sommes dans un site 100% naturel. Alors doucement devant les manchots. Ouais, Les manchots ne sont pas perturbés. Vous sentez le courant là? Ça c'est dû aux fortes pluies il y a quelques jours. Lorsqu'il pleut, pour comprendre la nature, il faut d'abord l'observer. Il faut l'écouter. Vous voyez, on marche, on observe. Des fois il faut sentir. Là on sent quelque chose une odeur qui n'est pas agréable, ça sent mauvais, comme disait Mohamed. Ben voilà, c'est qu'on est dans une colonie d'animaux, là on est dans un groupe d'éléphants de mer, ben on le sent. Ben, en même temps, là on vient d'entendre un bruit, c'est un rot, les éléphants de mer, pour s'impressionner entre eux, vous allez le voir, c'est à ça qu'ils utilisent leur trompe, ils rotent, et en rotant ça fait une caisse de résonance, et en fonction de la puissance du rot, l'adversaire va être impressionné. Celui qui gagne, il prend les femelles. Exactement, celui qui gagne, il peut récupérer les femelles. Oh là là, ce coquin. Bah oui. Il nous salue, vous voyez? Trop chou. Vous savez, c'est quand même des animaux qui voient en volume. Donc plus on est aplati, plus pour eux on apparaît petit. Donc là on apparaît petit, on ne représente pas un danger, ils bougent moins. Regarde, il va encore nous saluer. Si on apparaît devant, comme ils nous voient en volume, ils nous voient très très grands, ils ont l'impression qu'on est des prédateurs et là ils peuvent être un peu impressionnés. On continue? Déjà fatigué? Oh non, on vient de démarrer. Vous n'avez pas trop froid? Pour l'instant tout va bien?
Ouais. Lui, il fait combien de tonnes, lui, là? Oh, ça, c'est un animal qui fait au moins 1,5 tonne. C'est-à-dire, si ça soit sur nos pieds? Son pied écrasé. Mais non. 1,5 tonne. Ouais, mais c'est de la graisse, ça fait un pli. Allez, vas-y, je te laisse prendre, il y a un chemin. Donc vous suivez le chemin. Évidemment, c'est pour protéger les plantes. Hein. On ne marche pas n'importe où. Le chemin, c'est le chemin. Là, c'est des gens qui n'ont pas marché sur le chemin. Je vais d'ailleurs les voir et je vais les engueuler. Parce que c'est des pas, la végétation se fragilise, elle peut mourir. Et après, ça donne ces espèces de chemins boueux. Donc là, nous restons dans le chemin boueux et on marche bien en ligne. Hein. C'est pas très grave, Mohamed, de se tacher les bottes, tu sais. Bah non, c'est pas grave. On marche bien sur le chemin. Hein. On va passer proche d'un nid d'albatros, d'accord? L'albatros est juste à côté, donc on ne veut absolument pas le déranger. Il a décidé, il est chez lui, il a décidé de faire son nid sur le chemin. Donc on va contourner un petit peu le chemin pour éviter de déranger l'albatros, d'accord? On va casser la végétation. Très large. Ah non, si on le suit. D'accord, et on reprend ce chemin. C'est fait exprès qu'il y a deux chemins là. Doucement, Mohamed. Comment? Allez. Il y a deux chemins parce que justement, on ne passe jamais à côté d'un nid. Ouais. Donc là, il y a déjà un chemin qui a été tracé justement pour éviter de le déranger. Tu peux te mettre ici. Tu peux te poser ici. Viens, il ne sera rien. Il ne sera rien. Faut que tu ailles tout doucement. Ils t'attaquent? Non, mais tu les déranges. Et on s'arrête pas, on continue, Mohamed. Hein. Laure, Kevin, Cheryl et Mohamed, les 4 jeunes urbains, découvrent un univers totalement opposé au leur. Ici, la nature dicte son rythme. Là, on marche bien dans le chemin. Hein. En cette période de l'année, l'hémisphère sud est lové dans l'été. Au milieu des albatros et des éléphants de mer, les manchots sont sur œufs, à couver leurs petits. Toutes ces espèces passent la majeure partie de leur vie en mer. Pour elles, ces îles sont autant d'oasis parsemées dans un immense désert bleu. Entre l'Antarctique et les Indes, les terres se font rares dans l'océan Indien. Et la terre, c'est justement ce dont ont besoin les manchots, les éléphants de mer et les albatros pour venir donner la vie ou pour muer. Pour les animaux marins du Grand Sud, les îles australes sont une véritable bénédiction. C'est trop, t'as vu? Ils étaient à ça de moi. Ah mais c'est trop. L'incomparable spectacle de la vie s'offre à Laure et Cheryl, tel qu'elles ne l'ont jamais vu. Les adolescents commencent à percevoir le lien intime qu'offre la nature lorsqu'on la préserve. Au deuxième jour à Crozet, les premières fissures viennent lézarder l'unité de l'équipe. Donc juste pour faire le point un peu avant de partir, parce que donc je l'annonce officiellement, il y a Mohamed et moi qui partons pas aujourd'hui. On va rester sur le bateau. Quand on avait discuté sur le sens de pourquoi tu étais venu, je pense que on pensait que tu avais compris. Hier soir, tu nous as montré qu'en fait, bah voilà, que dalle quoi. C'est la nuit la plus importante, il faut plus se reposer. C'est à ce moment-là où ça part en cacahuète et vous répondez super mal dès qu'on vous demande d'aller vous coucher quoi. Limite vous nous envoyez chier. Ouais mais ça te fait rire, moi ça me fait pas rire franchement. Moi ça me fait pas rire. Sur le bateau, Mohamed multiplie les petits écarts. Rien de bien méchant, mais dans cette vie en collectivité où l'on se côtoie 24 heures sur 24, la moindre étincelle peut provoquer un incendie. L'ado regarde partir ses camarades. Il est triste, mais refuse de le montrer. Il n'est pas évident d'être accompagnateur dans ces moments-là. C'est une lourde tâche. En tout cas, l'expédition doit continuer. Cap sur la base Alfred Fort, un petit bout de France où vivent les scientifiques qui viennent à Crozet. Au pied de la base s'étend une immense manchotière. 20 à 30 000 couples de manchots royaux y vivent. Autant de petites taches blanches qui éclaircissent le vert des falaises et le sable noir.
Mais on a l'impression qu'il y a comme des règles de voisinage d'une certaine manière en fait. Ils se marchent pas dessus non plus quoi. Ils se marchent pas dessus, ils ont chacun leur périmètre. Par contre, il faut absolument respecter le périmètre. Dès que le périmètre est franchi, hop, il y a un petit rappel à l'ordre, un petit coup de bec, un petit coup de... Là, comme là, on les voit traverser la colonie, un petit coup de nageoire, enfin d'aile, hein, puisque c'est leur aile, pour écarter les prétendants à la place. C'est marrant comme le cou, il est souple. Ah oui, le cou est très très long et très souple, tu vois, regarde celui qui se nettoie, il est complètement capable de venir se nettoyer les plumes au plus près du cou, quoi. Là, vous voyez les manchots qui sont marrons, ce sont des oiseaux qui sont nés en mars. Vous imaginez, ça fait depuis 10 mois qu'ils sont sur la terre et qu'ils attendent leurs parents qui font des allers-retours en mer pour venir les nourrir. Et donc ces poussins, dans quelques jours, on le voit, il y a des oiseaux qui commencent à perdre leur duvet marron. En dessous, il y a leurs plumes, leurs belles plumes blanches et leurs belles plumes bleues sur le dos. Et ces oiseaux-là vont partir. Les manchots royaux sont d'excellents indicateurs de la santé des milieux marins. Ils se situent au sommet des chaînes alimentaires de l'océan austral. L'évolution de leur population dépend de l'état des espèces dont ils se nourrissent. Ces oiseaux peuvent nager plusieurs centaines de kilomètres pour rapporter de quoi manger à leurs petits. Comme si une femelle pondait son œuf en France et qu'elle allait jusqu'en Norvège pour chercher de la nourriture. Mais cet équilibre est fragile, d'autant plus avec le changement climatique. Lorsque l'eau se réchauffe, les manchots trouvent moins de nourriture et doivent aller toujours plus loin pour s'alimenter. Cela fait peser un risque sur leur survie et celle de leurs poussins, comme l'ont découvert les chercheurs qui travaillent ici. Bonjour, je m'appelle Yvon Lemao. Bonjour. Alors je vais vous expliquer ce qu'on fait ici. On est dans un bâtiment scientifique, un abri scientifique qui s'appelle le Shelter. Et on peut venir ici, vous avez vu, il faut 20 minutes de la base. Et alors là, c'est un endroit qui est unique au monde parce qu'on suit, avec des puces électroniques, plus de 6000 individus. Et puis par la façon dont ils passent, dont ils vont et viennent, vous voyez à chaque fois, là, c'est un passage. Avec leurs allées et venues, on en a 3,5 millions depuis 1998. On sait s'ils sont toujours vivants et s'ils réussissent dans leur reproduction. Et comme cela, on a pu, à partir de leur survie, de leur succès reproducteur, déterminer quel est l'impact du climat sur les ressources en mer. Nos collègues du climat ont développé des scénarios de changement climatique et d'après leurs scénarios, la température va augmenter de 0,4 degrés au cours des 20 prochaines années. Et donc, d'après nos prédictions, s'il n'y a pas d'adaptation particulière, ce que vous voyez là, eh bien, les générations dans 2 siècles ne pourront plus le voir. Donc, vous avez beaucoup de chance de pouvoir voir ça un moment qui est critique pour l'avenir de notre planète. Avec cette première escale, les jeunes ambassadeurs ont compris le sens de leur mission. Ils se sont émerveillés de la nature avant de découvrir qu'une menace réelle pèse sur elle. Ce phénomène est mondial. Dans quelques heures, nous quitterons Crozet. Mais avant de partir, ceux qui nous ont accueillis ont réservé une belle surprise à Cheryl. Le Marion Dufresne reprend la mer. Cap sur les Kerguelen, la capitale des terres australes. Cheryl se souviendra toute sa vie qu'elle a fêté ses 14 ans à Crozet. Dans ces îlots coupés du monde, personne n'oublie les anniversaires. Offrir un gâteau est une tradition respectée. Elle permet de compenser l'absence des familles dans les moments importants. Les ados parlent d'ailleurs beaucoup de leurs proches. Ils commencent à leur manquer. Nous profitons du grand large pour écrire des lettres du bout du monde, à Maud, à nos parents, à nos amis. Mohamed a réintégré le groupe. Il a décidé de partir sur de nouvelles bases et fait de vrais efforts. Sur le bateau, les ambassadeurs restent encore en retrait. Comme de nombreux adolescents, ils ont besoin de mieux maîtriser leur environnement avant de s'exprimer et d'aller vers l'autre.
Mais chaque jour, nous les sentons un peu plus à l'aise et un peu plus impliqués. Après 2 jours de mer, les Kerguelen dévoilent un visage romanesque sous les nuages qui laissent percer le soleil. Oh mais Chad devant, on m'avait pas dit que dans un film là? C'est parce qu'en fait, tu te dis, ça fait 3 fois qu'on dit oui. Non mais attends, mais là c'est super bizarre là, tu vois pas là? Mais toi, Ouais, c'est bizarre. Kerguelen, un archipel grand comme la Corse, le plus au sud des îles australes. La base de port aux Français où nous débarquons est bien plus vaste que celle de Crozet. Pour ceux qui vivent ici, les rares passages de bateaux sont des instants précieux pour échanger, se laisser aller, briser le quotidien, quitte à surprendre le visiteur. Ah, il n'y a plus de numéro. Ok. Ça va? Ouais. Après je fais quoi? Tu peux aller boire un coup si tu veux au bar. C'est des choses ça. Ouais, c'est pas une farine. Il y a des cookies si tu veux là-bas. Après les constats réalisés à Crozet, les ambassadeurs vont se séparer pour accompagner des scientifiques sur le terrain, s'impliquer dans leurs actions pour comprendre comment ils travaillent. Bon, t'as vu, cette île de Kerguelen, elle est très différente de Crozet quand même. Ah, tu m'étonnes, il n'y avait qu'une voiture à Crozet. Et encore. C'est beaucoup plus grand. Mais bon, tu vois, les gens mènent plein d'expériences qui permettent de mieux connaître la biodiversité marine, la biodiversité terrestre, d'en savoir plus sur le monde dans lequel on vit et sur les problèmes qui le touchent aujourd'hui. Cheryl rejoint Marc Lebouvier. Ce chercheur étudie les espèces invasives, l'une des grandes menaces pour la biodiversité. Tu vois, Cheryl, le plus abondant, là, qui grouille un peu, là, qui est sur le dos. À l'époque, on est allé chercher des moutons dans les îles Falkland, au sud de l'océan Atlantique, pour faire un élevage ici. On a ramené les moutons, on a ramené du fourrage. Et en fait, dedans, il y avait cette petite bête. Alors tu vas me dire, bon, c'est pas grave, ça fait une bête de plus. Le problème, on va regarder tout à l'heure sous les cailloux, c'est qu'il est très abondant. Et en fait, il mange tout ce qu'il y a. C'est-à-dire insectes, plantes. Les insectes, prédateurs, donc il va manger d'autres insectes. En particulier, si tu as entendu parler de la mouche sans aile de Kerguelen, là on ne pourra pas en trouver. Parce que maintenant que le coléoptère est installé ici, en fait il a tout mangé et on ne les trouve plus. Donc localement, il y a des populations de mouches autochtones qui disparaissent. Et il n'y a aucun moyen de tout enlever d'un coup? On ne peut rien faire parce qu'il y en a pas mal. Et en fait, la seule chose qu'on puisse faire, éviter qu'elles arrivent. Ces minuscules insectes révèlent un problème planétaire. Le réchauffement climatique permet aux espèces introduites de se développer partout. Même les climats hostiles comme celui des Kerguelen ne sont plus épargnés. Les 2 adolescents filent de leur côté vers Pointe-Morne, un no man's land battu par les vents violents. Pour la première fois, ils vont passer la nuit loin du bateau. Ils sont attendus dans une petite cabane posée au milieu de nulle part. Les chercheurs viennent ici pour recenser les espèces. C'est le territoire des albatros, des éléphants de mer et de milliers d'oiseaux. Laure et Kevin n'ont pas hésité une seconde à se porter volontaires. C'est marrant cette cabane avec les vertèbres de... C'est marrant parce que ça fait cachalot, juste une maison au C'est milieu énorme, d'un t'imagines? désert. Ouais. C'est le ventre, quoi. C'est ce que t'as là, en fait. Ouais. Et eux, ils ont ça, quoi. Allez-y, on arrive à la cabane. Je vous laisse rentrer. Vas-y, là. Kevin, on va rejoindre Lutre. Et le plus souvent, tu travailles sur quoi? Les oiseaux. Tu travailles que sur les oiseaux, en fait? Non, les éléphants de mer aussi, j'ai fait ici. On repart un petit peu marcher. Luc effectue son 2e séjour au Kerguelen. Il est ici pour compter les éléphants de mer. Le comptage, un geste simple mais essentiel. Il permet de voir si les populations augmentent ou diminuent d'une année sur l'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est un petit comptage. Ouais. Alors, ça permet d'avoir un peu une idée des populations. Comment on reconnaît un mâle et une femelle?
Alors, mâle éléphant de mer et femelle, alors déjà, il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Ouais. Après, les mâles, ils ont un... Une trompe. Voilà, quand ils sont reproducteurs, ils ont vraiment une grosse trompe. Sur eux. D'accord. La bonne technique pour être sûr de ne pas en oublier, c'est que tu te mets parallèle aux individus. Donc tu vois, les animaux sont ici, il y en a là, il y en a là. Donc nous, on va avancer comme ça. Et après, tu imagines que tu traces une ligne par rapport à la mer. Et donc tu avances comme ça et tout ce qui passe cette ligne-là, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5 avec celui-ci, 6, 7 avec celui qui est derrière. Tu sais que les animaux qui sont devant, tu les as pas comptés. Et ceux qui sont derrière, tu les as comptés. D'accord. Ça t'évite de te mêler. T'es prête? Ouais. Tu gardes bien le chiffre dans ta tête. Hein? Ouais. Alors on est parti. Attention, tu mets les pieds. Ça va être beaucoup plus dur à compter parce qu'ils sont les uns sur les autres. Ouais. Une fois le comptage réalisé, les résultats sont croisés avec les données climatiques. On compte cela aussi? Alors on compte ce qu'il y a là et on compte ce qu'il y a au-dessus aussi, ouais. D'accord. Les chercheurs peuvent alors essayer de comprendre pourquoi une espèce a ou non du succès dans sa reproduction. Alors on va s'arrêter sur cette zone-là. Comme ça délimite un petit peu. Au moins on a un secteur, donc s'il faut le recompter, on saura le recompter. Alors vas-y, dis-moi ton chiffre. 90. 90. Tu vois, moi j'étais à 96. Donc t'as 90, moi j'ai 96. Grosso modo, on a un peu moins que 6% d'écart. C'est pas mal, on pourrait faire mieux. Ouais. Si on a énormément de boulot, bah, ça va, on peut se permettre de le recompter. Ouais. Et on le fait tous les combien, ça? Après, le comptage, on va le faire qu'une fois. Chaque année, on fait la même chose. Et ça donne une idée de l'évolution de la population. D'accord. Et puis, voilà pour le comptage. On se dirige pour faire autre chose? Oui. Et ben, on est parti. Le comptage, c'est le baromètre de la santé des espèces. Il permet de tirer la sonnette d'alarme lorsque l'une d'entre elles est en déclin et de prendre des mesures pour la protéger. Et les lapins sont très bien adaptés à Kerguelen. Il y en a vraiment partout. Hein. Ah ok. Si on va regarder, il y a quelques albatros, mais on va surtout s'intéresser aux petites falaises. Tu vois, la petite falaise qui est là-bas. Ouais. On va se rapprocher, c'est là où il y a les cormorans. Ça va? T'as moins froid? Oh ça va, ça va. Lui il est tranquille, tu vois, dans l'eau. Je le fais tranquille. Tu vois, on va faire attention, c'est là. Il y a un pétrel qui est en train de dormir. C'est un bébé, non? Ah, ça, c'est un poussin. Les cormorans sont juste là. On va y aller. T'as déjà vu des cormorans? Des quoi? Des cormorans. Ah non, j'en ai jamais vu. Alors fais attention, c'est en falaise. Ça peut faire mal? Non, ça ne veut pas faire mal. C'est juste de pas glisser, quoi. Mais on peut s'asseoir sur les rochers et les regarder, non? Fais attention à ces rochers. Non. Tu vois, il vaut mieux t'installer là. En fait, on a juste là ton pied. Oui, j'ai même pas vu. Tu vois, tu vois les pattes, comment elles sont? Ouais. Elles sont vraiment bizarres. Hein. Ils ont 3 doigts et un doigt à l'arrière. Tu vois? Et tout est palmé. Ouais, ouais. Ce qui est, pour les autres espèces, et pas ça le cas. s'appelle comment, ça, déjà? Le cormoran. Le cormoran. Et des cormorans, on en a en métropole en France. Ça ressemble au pétrel, non, à l'albatros, les goélands. Beaucoup plus petits. Hein. Oui, beaucoup. Ce sont des oiseaux marins aussi. Après cette journée au grand air, la cabane sera un refuge bienvenu, malgré son confort spartiate, sans eau ni électricité. T'as les dehors comme ça. Ah, c'était elle qui était aux toilettes. Ouais. Oui, on a essayé Ça marche pas. Il y a de la lumière dans les palais? Ah non. Non, justement. Tiens, traité. Je vais te faire mal au nez. Merci. C'est pas mal ça. Merci. C'est pas tout mal. Ouais. Enfin, je crois chez moi, le seul truc que je sais faire, c'est les crêpes. Enfin, les repas simples. Mais là, tu sais préparer les tomates, ça va? Bah oui.
Voilà, c'est donc pas fait que ça. Est-ce que c'est dur un hivernage? Ou ton hivernage? Ouais. C'est peut-être mieux posé comme ça, je pense. Est-ce que c'est dur mon hivernage? À mon avis, c'est propre à chacun. Les gens vivent ça un petit peu à leur façon. Et moi, je dirais que c'est plus dur l'hiver que l'été. Parce que l'hiver, les journées sont plus courtes. Alors quand il fait nuit à 4h30 puis qu'il fait jour à 8h, tu passes quand même pas mal de temps dans les cabanes. Et puis le travail à l'extérieur est moins évident parce qu'il y a plus de neige, il fait plus froid. C'est un peu ça, quoi. Ça fait comment de quitter ses proches pendant aussi longtemps? Je crois qu'il faudrait demander à ceux qui restent qu'est-ce que ça leur fait de devoir partir pendant un an. Parce que toi, quand tu pars, c'est bien, hein? Ouais. Tu vas super, ça carrelé et tout, tu vas travailler sur les oiseaux, c'est magnifique, tu vas faire plein de trucs. Mais ceux qui restent, ils attendent, quoi. Ils sont à la maison, ils ont des nouvelles un peu de temps en temps quand on envoie, quand tu reviens sur base, et puis tu essaies de leur expliquer, mais... Enfin, je sais pas, tu vois, la première fois que tu es venu en Albatros, ça devait être sûrement, c'est fabuleux, c'est immense, c'est grand. Mais quand tu vas rentrer en métropole et que tu vas expliquer ça aux gens, ils vont te dire, ah, c'était comme un albatros. Je dis, bah voilà, c'est grand, ça fait 3,50 m d'envergure. Et puis c'est tout. Alors ils vont dire, oui, et alors? Et ben, et alors pas plus en fait. C'est des choses que tu ressens, tu vois, vachement, quoi. Et du coup, ça s'explique difficilement. Donc, toi, tu aimerais, toi? Ouais. Une année. Peut-être pas une année. Peut-être pas une année, un peu moins, mais ouais, ça pourrait être sympa. Et toi, Kevin? Non, pas une année, c'est trop long. Et qu'est-ce qui te manquerait le plus? Si tu restais une année demain, on te dit voilà... C'est ma famille. Ta famille? Ouais. Ah ouais. Les amis? Encore les amis, non, pas trop. Non. Plutôt la famille? Ouais, plutôt la famille. Ouais, normal. On est loin et tout. Ok, on débarrasse, on file au lit? On propose, ouais. Hein? Fatigué, moi. Bah oui, pareil. Allez. Je n'arrive pas. Happy birthday. Allez, on fait le lit? Ouais. T'éteins la bougie là? Allez, hop. Allez. Au petit matin, sur le Marion Dufresne, des glaciologues préparent leur pactage. Dans quelques minutes, ils s'envoleront vers la calotte glaciaire Cook pour étudier le glacier Ampère, le plus grand de France. Ils vont y passer 24 jours dans le vent et dans le froid. Mohamed est intrigué par les glaciologues qui vont braver des conditions extrêmes et en plus en y prenant du plaisir. Je crois que tu avais des questions sur le programme qu'on va faire. Ouais, j'ai plusieurs questions. D'accord, je t'écoute. Et vous faites quoi sur les glaciers exactement? En fait, on vient ici pour étudier le recul des glaciers. Parce qu'en fait, les glaciers fondent très vite ici. En fait, il faut que tu vois que depuis 1950 jusqu'à maintenant, à peu près, les glaciers ont perdu en gros 20% de leur surface. Donc c'est vachement important parce que si les glaciers reculent beaucoup, ça peut avoir un impact notable ici. Mais si le glacier il recule trop, qu'est-ce qui pourrait arriver après? Il y aura des conséquences environnementales. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce recul. Savoir s'il y a un lien entre le climat et le glacier et comprendre ce lien. Donc on va installer des stations météorologiques sur le glacier. On va analyser est-ce que la température a augmenté, est-ce que les précipitations ont diminué, est-ce qu'il y a moins de nuages et qu'il y a donc plus de rayonnement solaire. Et on va regarder la quantité de chaleur qui va arriver sur ce glacier et voir si ça a eu des conséquences importantes sur la fonte des glaciers. Les glaciologues partent sur la calotte avec le petit abri où ils vont loger pendant plusieurs semaines. Une fois sur place, ils installeront des capteurs pour récupérer des données sur la fonte du glacier. Il faudra plusieurs années pour faire parler ces informations, mais ce qu'elles diront aura son importance. Étudier la fonte des glaciers est primordial. Ce phénomène est à l'origine de la montée du niveau des océans qui menace des territoires entiers sur notre planète. Au Kerguelen, dans la foulée de Crozet, Laure, Cheryl, Kevin et Mohamed ont rencontré des chercheurs passionnés. En les emmenant sur le terrain, ils ont délivré un message essentiel pour des ambassadeurs de la biodiversité. Il n'y a pas de fatalité. Agir pour préserver notre planète est possible. Le Marion Dufresne reprend le large. Il fait route vers le nord, et l'ultime étape de cette aventure, l'île d'Amsterdam.
Au fil des jours, les adolescents se sont liés aux voyageurs qui les accompagnent. Une belle évolution, pas forcément évidente au départ. Pour ceux qui naviguent dans ces eaux, la présence de 4 ados à bord est inhabituelle, étonnante. C'est une grande première. Mais Cheryl, Kevin, Laure et Mohamed s'intègrent chaque jour un peu plus à cette communauté. Depuis le début de l'expédition, les jeunes aventuriers ont compris les dangers qui menacent notre planète. Et ils ont vu qu'on pouvait agir contre. Mais pour devenir de vrais ambassadeurs de la Maud Fontenoy Fondation, il faut qu'ils soient convaincus que protéger a un sens. Ce sera le grand enjeu de l'escale d'Amsterdam. La fin du voyage approche. Le climat change. La chaleur annonce le retour vers la Réunion. Ah, elle est pas très grande non plus. Hein. Ouais. Putain, c'est incroyable quoi. Et en plus, le soleil couchant là, ouais, En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est les premiers arbres qu'on voit depuis le début du voyage, quoi. Ouais. D'après les cartes, là, c'est ce qu'on nous expliquait. À ce qui paraît, il y avait des arbres tout autour de l'île. Eh, regardez. Regarde les petites otaries, là. Ah oui. Hop, hop. T'as vu? Il y en a plein partout. Cheryl? Bah viens, le spectacle, c'est maintenant. Je vous souhaite la bienvenue tous les 4 sur Amsterdam. Amsterdam, vous le savez, est une réserve naturelle. Donc vous allez découvrir plein de choses en lien en tout cas avec la nature. Donc voilà, on fait tout pour entretenir cette île, la préserver dans la biodiversité, à la fois animale et végétale. Donc 35 000 otaries résident sur cette île. Nous sommes chez eux. C'est pas nous qui sommes chez nous. Voilà, donc je vous souhaite un très agréable séjour sur Amsterdam. Merci beaucoup. Dans l'univers austral, l'île d'Amsterdam affiche sur ses pentes une anomalie extraordinaire, la présence d'arbres. Il n'y en a en effet ni au Kerguelen ni à Crozet. On trouve à Amsterdam une espèce unique au monde, le filica. Malheureusement, ce petit arbre a bien failli disparaître. Sa survie tient même du miracle. Aujourd'hui, tout est fait pour le réimplanter. Au quotidien, c'est le travail de Jacques. Donc là, on va arriver à ce qu'on appelle la BMG. C'est l'endroit où on va pour récolter les graines, puisque c'est là qu'on a les plus beaux arbres en fait, les plus beaux filicas. Donc l'île a été aperçue en 1522 par un collègue à Magellan. Un siècle plus tard, il y a des personnes qui ont commencé à s'installer sur l'île. Et là, ça a été le début de la fin pour le filica. On a commencé à couper le bois pour utiliser pour la base, pour se chauffer, etc. Ça a été une des premières raisons. Ensuite, il y a eu les bovins importés qui ont piétiné toutes les petites pousses de filica, qui mettent très longtemps à se régénérer. C'était très friand aussi des petites repousses, les souris aussi qui ont été importées, les souris, les rats. Il a vraiment peu de chance cet arbre. Et également des incendies répétés qui ont fait que, au bout de 2 siècles, il ne restait plus qu'un tout petit bosquet qui a été préservé, heureusement. Et à partir de là, on a récolté les graines pour faire ce qu'on appelle maintenant la BMG, qui est notre réserve pour récolter les graines. D'accord. Donc voilà, ça c'est le genre de petites graines un petit peu qu'on a. Donc c'est des petites capsules, vous pouvez en attraper une. Ah, c'est vachement facile, dur. ouais, c'est dur. Voilà les graines, c'est vraiment pas gros. On en a une ici. Une dedans là. Une dedans et l'autre ici. On va mettre les petites graines, on va bien les ramasser. Si ça tombe par terre, ça c'est pas catastrophique tant que ça reste sur l'île. Voilà. Et puis on va voir le reste. Pendant que les filles participent au reboisement d'Amsterdam, les garçons partent découvrir les animaux de l'île. Chaque étape accroît l'intérêt de Kevin pour les oiseaux. Il suffit parfois d'un battement d'aile pour faire naître une passion. L'ado aurait aimé voir les albatros d'Amsterdam, mais il est interdit de les approcher. Cette espèce qui ne vit que sur cette île est en grand danger d'extinction. Seuls 20 couples subsistent. Comme les albatros sont inaccessibles, les 2 garçons rejoignent finalement ceux qui étudient les otaries. Ok, moi c'est Benjamin, donc je suis l'ornithologue et je vais vous présenter un peu ce qu'on fait ici, donc le travail sur les mammifères marins qui sont les otaries d'Amsterdam. Il y a 3 règles ici, c'est interdit de glisser, c'est interdit de tomber, c'est interdit de se faire mordre. D'accord? C'est pas compliqué. Les otaries, il fait chaud, donc ils sont un peu endormis, donc ça devrait aller. Mais c'est des animaux qui sont très dangereux, si vous faites mordre, c'est l'hôpital direct. Je vous demanderais de faire très attention et puis de rester derrière ceux qui ont un peu plus l'habitude et qui ont des bâtons. D'accord? Si vous vous écartez, on rentre tout de suite. D'accord? Donc voilà.
mettez le pied à côté et que vous les surprenez, elles vont avoir le réflexe de mordre. Donc moi, mon travail ici, c'est qu'on étudie la démographie des populations d'otaries. Donc pour ça, en fait, on fait du bagage et des mesures. Donc notre but, c'est de prendre des petites femelles qu'on connaît déjà, donc qui ont été baguées par mes prédécesseurs, et de les baguer à notre tour pour pouvoir savoir combien d'otaries sont nées, combien vont se reproduire dans quelques années, combien de temps elles vont vivre, quand va être leur première année de reproduction, etc. Et vous, s'il y en a un qui se blesse ou que vous voyez se blesser, vous pouvez rien faire? Non, puis de toute façon, on n'a pas à intervenir, c'est la nature, c'est comme ça, ils se battent, ils se blessent. On essaye d'avoir le moins d'impact possible. Donc, on va aller marquer un poups. Donc les poups, c'est comme ça qu'on appelle vulgairement les petites otaries. Et je vais aller le chercher, on va le ramener là et je vais vous montrer ce qu'on fait avec. Ça se fait pas. Il est trop beau. Un bébé otari. Donc là, il a quand même plusieurs jours. Il a plus de cordon ombilical. Je sais pas si vous avez entendu, sa mère a un peu crié quand je lui ai pris. Mais parce qu'elle l'appelle. Donc là, elle va le chercher jusqu'à ce que je lui ramène. Pour les reconnaître et pouvoir les compter, parce que normalement, on leur pose une bague ici. Mais là, en fait, il est beaucoup trop jeune pour qu'on le fasse. En fait, sa palmure n'est pas assez rigide, pas assez solide. Il faut qu'on le laisse au moins grandir 3 ou 4 semaines. En fait, on leur fait un numéro. On leur coupe quelques poils sur la tête pour pouvoir les repérer de loin. D'accord? Et après, on lui fait un numéro dans le dos. Donc, je vais lui faire le 81. Et on en est rendu là. Avec ses dents, là, elle peut mordre? Oui, elle peut mordre. Mais bon, avec des dents comme ça, elle fait pas très mal. Vous voulez la toucher? Non. Bah normalement, on touche pas trop les animaux. Enfin, on évite de toucher sans raison les animaux. Je vais aller le rendre à sa mère. Le but de mon étude, c'est d'évaluer les effets du changement climatique sur les prédateurs marins. Donc en fait, depuis des années, cette colonie est étudiée et on veut voir s'il y aura un changement. Parce que là, elle est arrivée à son pic de population et qu'elle devrait diminuer avec le temps. Il y a 60 ans, les otaries avaient quasiment disparu d'Amsterdam. Depuis, la chasse a été interdite et elles ont repris possession de l'île. Ces animaux nous montrent que protéger donne des résultats. Donc nous, notre objectif à terme en tant qu'agent de la réserve, c'est vraiment de replanter l'île et de faire revenir un petit peu les arbres comme ils étaient à l'origine en fait ici. Donc il y a du travail parce qu'il y a de la place. Et puis c'est un arbre très capricieux qui pousse très doucement. Et puis il y a beaucoup de vent. Donc ça fait beaucoup de facteurs qui font que ça limite un petit peu son développement. Donc voilà la petite coulée. C'est un endroit donc, qui a été complètement créé par les coulées de lave. Il y a un tunnel qui part un petit peu plus loin. Et c'est un endroit vraiment propice au développement du filica parce qu'il y a un petit peu de vent, mais pas trop. Oui. Bon, vous avez déjà planté des arbres? Oui. Non. Eh ben, ça va être l'occasion ou jamais. C'est bien de commencer par celui-là. Là, ça va devenir un peu technique. Regardez bien où vous mettez. Oh, c'est ça. Ouais. Ah oui. Hop, donc on va se mettre là. On va replanter ici. Commencer, faire un trou. C'est parti. Attends. Avec les Filica, Laure, l'élève du lycée horticole, s'en donne à cœur joie. La jeune fille prend les devants, fière de montrer ce qu'elle sait faire. Elle confirme un émerveillement constant depuis le début de l'expédition. Et ben voilà, vous allez commencer à repeupler l'île. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Ne bouge pas, hein. L'escale à Amsterdam touche à sa fin. Et avec elle, c'est l'expédition tout entière qui se termine. Pour fêter cela, les esprits se relâchent. Non, pas moi. Moi, je sais pas courir, par contre. Bientôt, une nouvelle aventure commencera. Les ambassadeurs feront vivre le souvenir de ce voyage dans les écoles de France. En un mois, les ados timorés des premiers jours ont trouvé leur place au sein de l'équipage. Tous ceux qui sont ici les ont aidés à accomplir leur mission. Est-ce que vous pouvez me toucher plus délicatement? Ah, c'est bien.
Les voir ainsi, les sentir si proches les uns des autres, est une émotion rare. La récompense d'une si belle expédition. Comment tu touches à mon copain, toi? Oh, viens ici. Ce matin, j'ai essayé de mettre du gel quand même. Ça commence à m'énerver là, j'ai envie de rester. Ouais. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Mohamed, Laure, Cheryl et Kevin. Je suis fière de ce qu'ils ont accompli. Au retour d'une expérience aussi forte, on se demande toujours ce qu'il y a à retenir. Cette question, on me l'a souvent posée. Mais il faut du temps pour trouver les réponses. Ce n'est qu'un an après leur retour que nous avons compris ce que cette expédition avait apporté aux adolescents. Laure parle de ce voyage comme d'une nouvelle naissance. Kevin rêve de retourner dans les îles australes. Cheryl est le moteur de conférences dans les collèges. Et Mohamed a repris le chemin de l'école plus concentré et apaisé. Ensemble, ils ont ouvert la voie à de nombreux jeunes de leur âge. Désormais, chaque année, ma fondation envoie d'autres adolescents au bout du monde pour leur apprendre à aimer notre planète et à la protéger.